L'attitude d'un homme détermine la tournure que prendra son existence. Vous savez, c'est la phrase que le cow-boy dit à Adam dans Mulholland Drive. C'est cette fameuse où il donne rendez-vous dans le ranch pour lui conseiller de filer tout, quoi, face à la proposition d'actrice. Mais quand on entend cette phrase, on se rend bien compte que c'est pas simplement une indication de comportement simplement pour le réalisateur, mais de façon plus générale, c'est comme la traduction d'un principe. L'attitude d'un homme déterminera la tournure que prendra son existence. En fait, c'est la traduction sous la forme d'une phrase prononcée par un cow-boy, des relations entre le dharma et le karma de la métaphysique indienne, c'est-à-dire entre, grosso modo, les principes qui régissent la manifestation, les principes qui régissent l'univers, et l'action individuelle au sein du cycle des causes et des conséquences. Donc, grosso modo, qu'il y a toujours une relation réciproque entre la forme que va prendre l'existence et l'action que fera l'homme qui est à l'intérieur de cette existence. Que cette action détermine la réalité dans laquelle il pénètre. Et par rapport au reste du film, je pense que ça a une certaine valeur. C'est toujours bizarre par rapport au deuxième cinéma de Lynch de parler de principes et d'ordre et d'harmonie alors qu'on a des films qui ont l'air complètement chaotiques. C'est au point où, à peine un an après Mulholland Drive, dans un épisode de Buffy dans lequel elle combat contre des démons qui perturbent le temps et font vivre les séquences dans le désordre, Buffy commente et elle dit « Ah, le temps est devenu tout David Lynch. Time went all David Lynch. » Le nom même de David Lynch, à ce moment-là, était associé à l'idée d'un récit totalement perturbé, chaotique, quasiment impossible à suivre. Ce qui se passe, c'est que le cinéma de Lynch, il y a vraiment une coupure qui se situe précisément à la fin de la série Twin Peaks. Et ensuite, les films qui suivent répondent à cette coupure. Twin Peaks, si vous en souvenez, c'est une enquête policière dans laquelle un agent du FBI, l'agent Dale Cooper, arrive dans la petite ville de Twin Peaks où il y a eu un meurtre, le meurtre de Laura Palmer, enquête, arrête le coupable et ensuite est bloqué dans la ville et se trouve à poursuivre son ancien collègue Wyndham Earle dans une espèce de quête qui l'amène dans un lieu qui s'appelle la Black Lodge. Et une fois qu'il pénètre cette Black Lodge, en fait, c'est le premier moment où le temps devient tout David Lynch au sens propre. C'est-à-dire que c'est le premier moment où on voit des séquences se dérouler en désordre, où on commence à vraiment avoir des effets de très gros plans, des modifications aussi d'échelle des personnages. Tout ça lié à quelque chose comme des passions qui semblent impossibles à contrôler, un état de panique. Et à partir de ce moment-là, Dale Cooper, une fois qu'il sort de la loge, est transformé en Bob, c'est-à-dire son ennemi, enfin le démon qui dans toute la série Twin Peaks apparaît comme le principe du mal. Et après Twin Peaks, les films de Lynch deviennent tout Black Lodge, c'est-à-dire que ce soit Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, je mets de côté The Straight Story, les récits qui vont suivre vont être disloqués, les personnages vont se transformer en leur double, ils vont agir d'une façon il va y avoir des zones d'amnésie dans leurs récits. En fait, on va commencer à s'inquiéter du personnage principal, dans le sens où le personnage principal devient un peu le unreliable narrator of his own story. Il devient une sorte de narrateur non fiable de sa propre histoire. Fred Madison dans Lost Highway, par exemple. Et ce à quoi ça correspond, tout ça, en fait, c'est à l'entrée du cinéma de Lynch dans une zone qui a
qui est beaucoup plus vaste que simplement ses propres récits. C'est même à partir du moment où on a pénétré la Black Lodge dans Twin Peaks et on va passer de Lost Highway en Mulholland Drive et de Mulholland Drive en Inland Empire, que le propos de Lynch va s'étendre et va pouvoir en fait recouvrir véritablement la volonté de l'auteur, ou des films en tout cas, si on ne parle pas de l'auteur directement, de déterminer à quel moment du cycle cosmique on se trouve. Et grosso modo, ce sont des films qui se situent dans le Kali Yuga, c'est-à-dire dans le temps de la fin. Les Indiens considèrent que le temps se déroule par cycle. Les cycles sont en 4 temps. On retrouve la même chose chez les Grecs avec les notions d'âge d'or, d'âge d'argent, d'âge de bronze et d'âge de fer. Et la fin du cycle de l'âge de fer, enfin la fin de la cycle de l'âge de fer, il va y avoir une destruction et ensuite on pourra retourner à l'âge d'or. Et Mulholland Drive, en fait, fonctionne dans le cinéma de Lynch comme le film où il va réussir à précisément situer cette idée de la nécessité de la destruction, de la nécessité d'une fin d'un monde qui aura été finalement, qui s'achèvera dessinée par les passions que Hollywood aura injectées aux hommes. Qu'est-ce qui se passe dans Mulholland Drive précisément? On a le récit d'une jeune fille qui arrive à Hollywood pour réussir en tant qu'actrice. C'est le récit, c'est le départ du récit, on peut dire. Une jeune fille, Betty, qui arrive à Hollywood, qui vient s'installer à Mulholland Drive dans la maison que sa tante lui a prêtée, avec pour but le fait de devenir une actrice de cinéma, une star de cinéma. Dans cette maison, elle va rencontrer une femme qui a perdu son identité et qui a perdu la mémoire. Comment est-ce que tout ça va se dérouler? Le film démarre avec, après un pré-générique où on a une scène de Jitterbug, par 2 récits parallèles. Ce récit-là, on commence avec cette jeune femme sans nom dans une voiture qui doit être exécutée, un accident de voiture, elle fuit et elle arrive dans le bungalow de la tante de Betty qui arrive à Hollywood, qui va la rencontrer. Et de l'autre côté, les épisodes de la vie d'un jeune réalisateur, Adam, qui est entravé dans son projet de recaster l'actrice principale par des décisionnaires mafieux, les Castiglione, qui imposent une autre actrice. Il refuse dans un premier temps et on le ruine. On lui vide son compte en banque, on l'inquiète. Finalement, il revient, il accepte la proposition et le tournage peut redémarrer. Parallèlement, Betty essaye d'enquêter sur le mystère de sa nouvelle amie qui décide de se faire rebaptiser Rita. Et pour cela, en fait, Rita se souvient d'un nom, Diane Selwyn. Elle retrouve le téléphone de cette personne, elle retrouve l'adresse. Et là-bas, chez Diane Selwyn, elle trouve un cadavre. Les 2 femmes tombent amoureuses. Et alors que Betty commence sa carrière de comédienne, elle commence également une histoire d'amour avec cette femme. En fait, on a là, on va dire, les promesses, du cinéma hollywoodien. La réussite et l'amour. Et c'est ça qui va être mis en pièces. Ça va être mis en pièces à partir de l'entrée dans le Silencio, ce théâtre dans lequel elles se rendent au milieu de la nuit. Et à partir de ce moment-là, dislocation totale et réécriture même du passé de ces jeunes femmes. Et la théorie la plus courante sur Mulholland Drive est que la première partie du film serait un rêve et la deuxième partie serait la réalité de l'histoire.
Bon, pourquoi pas? De toute façon, les films sont à entrées multiples. On peut les regarder de toutes les façons qu'on veut. On peut les interpréter de la manière qu'on entend. Mais en résonance avec les autres films de David Lynch, je pense que la première partie n'est pas plus un rêve que la deuxième partie n'est la réalité. Les deux sont des constructions du monde, sont des réalités au plein sens du terme. Simplement, le passage au silencio modifie la réalité. Et donc le récit qui s'apprêtait à être un récit positif se transforme en un récit tragique, terrible, et plongé dans un amour extrêmement malade, passionnel, terrible, qui amène la jeune femme à faire assassiner la femme dont elle est amoureuse et ensuite se suicider. La façon dont il faut entendre ça, ce qui est compliqué dans toute cette histoire, c'est qu'en plus de ce récit-là, on a des séquences qui semblent ne pas s'emboîter directement dans ce récit. Il y a des séquences qui ne semblent pas appartenir directement à ce récit. Plus précisément, il y en a une qui n'appartient pas du tout au premier récit. Dans le premier temps du film, en parallèle des deux récits dont on a parlé, on a aussi les aventures d'un tueur à gages. Le tueur à gages peut être raccroché au récit principal. Mais on a aussi une séquence qui se situe vers le début du film, où on voit deux hommes dans un diner en train de discuter. Cette séquence-là, elle n'a pas, à proprement parler, de raccrochage possible avec le premier récit principal. Mais elle est située vers le début du film et elle a un traitement très particulier qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Je vous le rappelle, hein, au cas où. Bon, vous avez deux hommes face à face. Il y en a un qui s'appelle Dan et un qui s'appelle Herb. Et Dan a demandé à Herb de venir dans ce diner, le Winkies, pour lui raconter un rêve. Et il lui dit, je voulais te voir pour te raconter un rêve. Et Herb réagit en disant, OK, encore une fois, ou here we go again, un peu blasé. Comme on n'a jamais vu ces personnages avant, on ne peut pas savoir si Dan a raconté très souvent des rêves à Herb. Par contre, le spectateur des films de David Lynch, lui, n'est pas surpris, parce qu'il a vu souvent des personnages de David Lynch raconter des rêves. Et précisément, il a vu au moins 2 fois dans les films précédents un personnage qui s'adresse à un autre personnage pour lui dire voilà, je vais te raconter un rêve. Cette scène-là, en fait, c'est qui se situe même pas à 20 minutes du début du film. C'est le moment, en fait, où le film vient indiquer au spectateur sa fonction à l'intérieur de la cinématographie complète. Pourquoi je dis ça ? Le traitement sonore de cette scène est complètement différent du traitement sonore du reste du film. Le reste du film a un traitement sonore relativement homogène. Une bande-son de Angelo Badalamenti avec des thèmes principaux et des thèmes secondaires, quelques chansons. Bon. Le traitement de cette scène-là rappelle au son celui de Twin Peaks Fire Walk With Me. Ce qu'on a, c'est des sons de synthé imitant des violons passés à l'envers. Il n'y en a pas dans le reste du film. Par contre, il y en a des paquets dans Twin Peaks. On a des... Et plus encore, quand les deux personnages quittent le diner, on a légèrement assourdi, mais audible au son, hein, très très audible, le... qui est la signature de Fire Walk With Me. C'est le cri indien du nain dans Fire Walk With Me. C'est un cri Sioux, c'est le cri de guerre des Sioux. Et tout le long de Fire Walk With Me, on entend ce petit cri à différents moments du film. Que cette séquence reprenne ces éléments-là directement vient indiquer en fait que Mulholland Drive est une pièce qui se situe dans un ensemble plus vaste, qui doit démarrer avec Twin Peaks. Quelle est sa fonction ? Cette scène-là vient l'indiquer. En fait, Dan dit à Herb, je voulais te voir pour te raconter ce rêve. Je l'ai fait 2 fois. C'était le même rêve.
si on veut continuer à interpréter cette scène, on peut dire que, en effet, il y a déjà eu 2 fois un rêve raconté. Dans quel sens est-ce que c'était le même rêve? Bon. Est-ce que c'est lié à une indication précise qu'on retrouvera dans Twin Peaks et dans Lost Highway pour indiquer un système d'appartenance? Or, il y en a une qui va se retrouver dans Mulholland Drive et dans Inland Empire, c'est la présence des rideaux rouges. Présence des rideaux rouges, qui est on va dire la présence c'est la Black Lodge dans Twin Peaks, et ensuite dans les films suivants de Lynch, c'est le moment où en fait on situe un lieu comme raccordé à la Black Lodge. Dans Lost Highway, c'est la chambre à coucher des Madison, et on sait que le film Lost Highway, bon, les problèmes principaux de Lost Highway se situent dans une chambre. Dans Mulholland Drive, ça va être le Silencio. Et dans Inland Empire, ça va être l'espèce de gigantesque lieu qui sert à la fois de spectacle de burlesque, on ne sait pas si c'est un commissariat de police ou un lieu de psychanalyse, enfin bon, et qui est le lieu des métamorphoses et transformations du personnage. Donc on a bien un raccordement, en tout cas des films, quasiment sur une forme de topologie sacrée, les uns aux autres. Ensuite, le personnage de Dan dit à Herb, mais j'ai envie de l'affronter cette fois-ci. J'ai fait ce rêve 2 fois, mais c'était le même rêve. Et cette fois-ci, j'ai envie de l'affronter directement. Et Herb est d'accord, il dit, ok, je t'accompagne. On y va. Il dit, c'est cet homme, il est caché derrière le Winkies, c'est lui qui fait ça. Les 2 personnages sortent, et là, on a un clochard qui sort de derrière un espèce de petit abri. Et Dan tombe, évanoui, peut-être mort, dans les bras de Herb. Il ne peut pas aller plus loin. Bon, ça rappelle de toute façon, si vous avez bien en tête Twin Peaks Fire With Me, les agents du FBI du début de Fire With Me qui ne peuvent pas aller plus loin. L'un qui disparaît et Chet Desmond, et Philip Jeffries, celui qui est joué par David Bowie, qui apparaît puis redisparaît. On a l'idée que des personnes ont été mandatées pour une fonction précise, quelque chose à aller affronter, et qu'ils n'ont pas pu aller l'affronter. Même, on peut ranger là-dedans Dale Cooper également, dans cet ensemble. Dale Cooper, à la fin de Twin Peaks, qui va dans la Black Lodge, mais en ressort transformé en Bob. Bon, et arrêté par rapport à une malédiction qu'il s'agit d'enrayer. Je crois qu'il s'agit de ça. Je crois qu'il s'agit d'affronter un problème qui est de l'ordre d'une malédiction. Et les films indiquent que c'est quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement difficile, et que beaucoup, précédemment, ont failli à cette tâche. Un peu, si vous vous souvenez, comme des chevaliers du Graal ou des choses comme ça. Disons qu'il y a une mission. Le spectateur, à ce moment-là, est posé dans la situation de devoir se confronter à des personnages qui ont failli à cette mission. Et c'est une manière de lui dire, bon, maintenant, toi, débrouille-toi avec ça. Moi, je ne peux pas aller plus loin. Dan, il dit, ça me retourne le ventre. J'en suis extrêmement angoissé. On va retrouver une idée de ce genre dans Inland Empire avec la jeune fille qui dit, délivre-moi de ce cauchemar qui me détruit, qui me broie le cœur. C'est les œuvres auxquelles on est confronté ne sont pas du tout gratuites. Et la place du spectateur à ce moment-là, elle est très importante. On lui délivre quelque chose qui est de l'ordre d'une... si c'est pas trop c'est un peu ronflant, bon, une prophétie. Bon, c'est un peu ronflant. Désolé. Mais je crois que c'est quelque chose de ce type. C'est-à-dire que c'est une énigme, en tout cas. Tout le monde est d'accord là-dessus. Genre, les films de Lynch, ils sont énigmatiques. On trouve ça très mystérieux. C'est un mystère, etc. On en ressort en disant oh, j'ai pas tout compris, mais ça m'a fasciné. Je pense que ça veut dire ça. Peut-être que ça veut dire ça. On est face à des énigmes. C'est pas non plus un rébus. Hein. C'est pas comme si Lynch avait la solution, l'a mis quelque part et qu'il fallait la trouver. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comme si ça lui arrivait comme ça. On sait comment les films de Lynch lui arrivent. Et il lui arrive par vision. Bon, il faut s'accorder sur cette idée. Genre, il s'est assis. Il s'est mis dans une espèce d'état second et les images lui sont arrivées. C'est des films inspirés.
l'inspiration, traditionnellement, elle est réservée à la personnalité du prophète. C'est le prophète qui est inspiré. Un artiste inspiré, c'est un artiste prophétique. Il n'a pas fait un travail d'analyse avant, il a reçu quelque chose, il le donne le plus clairement possible, c'est-à-dire vraiment à l'état où il a été reçu, avec quand même derrière la demande qu'on arrive à lire le plus clairement possible ce qu'il a donné. Si c'est une prophétie, alors elle attend ses interprétations. Alors elle est là pour être interprétée, parce qu'elle vient dire quelque chose sur le monde dans lequel nous vivons, et quelque chose d'extrêmement grave. En l'occurrence, Mulholland Drive, ça a été repéré par pas mal de monde et à chaque fois de façon extrêmement floue. Mais c'est normal, on sort de ce film-là avec des idées extrêmement floues. Et moi, une des premières fois où je l'ai vu, j'avais cette impression que c'était un film qui parlait de l'apocalypse. J'ai vu plein de gens qui disaient ça. Peut-être que ça parle de l'apocalypse. On ne voit pas pourquoi. À aucun moment, le film dit ça. À aucun moment, le film dit ça va mourir. Mais on se rend bien, tout va être détruit. Mais on sent bien que quelque chose est détruit. Ce qui est détruit, c'est la possibilité pour le cinéma de continuer à orienter les hommes. Et c'est suffisamment grave, parce que grosso modo, ça a été sa fonction pendant un siècle, et qu'on ne sait pas très bien comment on va faire sans, en fait, en gros. Le rôle que s'est donné Hollywood, peut-être à tort d'ailleurs, hein, ça a été et c'est montré dans les films hollywoodiens depuis le début, genre Sherlock Junior et compagnie, ça ne cesse de dire ça. On vous fait des films pour vous apprendre comment vivre. Et en gros, c'est ça. En gros, vous êtes des enfants, vos parents sont encore plus paumés que vous par rapport au monde dans lequel vous rentrez. Il y a besoin de quelqu'un pour prendre le relais. Il y a besoin de quelqu'un pour avoir le rôle d'initiateur, de guide, de maître, pour vous apprendre à aimer, pour vous apprendre à vous défendre, pour vous apprendre à vous attaquer aux problèmes de la vie. Et la chose qui va prendre ça, grosso modo, en charge, c'est les films. Mulholland Drive, grosso modo, ce que ça vient dire, c'est cette fonction, le cinéma est totalement incapable aujourd'hui de la remplir. Et on va vous expliquer pourquoi. Et aussi, plus important, on va vous dire que, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il ne le fasse plus. Ça, c'est le plus dingue. C'est un film qui, d'une certaine façon, dit... Bon, il ne le dit pas de façon ronflante comme des réalisateurs un peu pédants qui disent le cinéma est mort et tout ça. Vous voyez, on en a eu des paquets, genre dans les années 90, des types qui venaient qui disaient alors on va discuter de la mort du cinéma, etc. C'était insupportable. Mais en gros, il dit quand même un peu ça. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que ça ne peut plus que vous désorienter. Ça ne peut plus que vous trompiez sur ce qui va vous arriver. Et pourquoi finalement, c'est plutôt souhaitable que ça ne recoupe plus cette fonction, c'est parce que dès le départ, cette fonction a été, même si elle a été l'objet de très grands chefs-d'œuvre, elle défend un monde qui est un monde d'usurpateurs. En gros, elle a servi au moins pendant un siècle à aider les gens à vivre, elle ne peut plus le faire, mais c'était malgré tout au bénéfice de personnes qui détruisaient les conditions même pour la planète de pouvoir continuer à vivre. On va commencer par le titre, Mulholland Drive. Bon, on sait que c'est une des routes principales de Los Angeles. Elle croise Sunset Boulevard, elle est capitale. Mais c'était qui ce putain de William Mulholland qui a droit à un drive gigantesque à Los Angeles, cette espèce de héros? C'est le type qui a construit l'aqueduc qui a permis à Los Angeles, qui était entièrement, stérile, qui était un désert, de pouvoir être approvisionné en eau. Mais quel a été le coût de la création de la ville de Los Angeles? Ils ont détourné, lui et le maire de LA, Frederick Eaton, l'eau d'une autre région, qui, elle, était habitée, la région de Lowens, et pour ça, ils ont arnaqué la totalité des fermiers de Lowens, en leur faisant croire que leur eau était empoisonnée, en empoisonnant les eaux provisoirement de la vallée de Lowens, en rachetant les terrains à un prix microscopique, donc en les mettant tous dans la merde, et en rapatriant toute l'eau dans une ville qui était un désert et qui n'avait d'autre fonction que de rester un désert.
Ils ont construit cet aqueduc et ils l'ont construit avec un matériau tellement pourri que l'aqueduc s'est cassé et que ça a fait 600 morts. La destruction de l'aqueduc de Saint-Francis. Et ce type, William Mulholland, qui est l'instigateur de ce projet, mais démoniaque, est le héros qui a droit à cette super rue. William Mulholland, il a inspiré le personnage d'un des films préférés de Lynch, auquel Mulholland Drive d'ailleurs se réfère, qui est Chinatown de Polanski. Si vous avez vu Chinatown de Polanski, c'est une rêverie autour de William Mulholland. Ça rejoue le fameux détournement des eaux qui a permis la création de Los Angeles. Et ça attribue au personnage, qui n'est plus William Mulholland, mais un mec qui s'appelle Noah, en plus le caractère d'un ogre et d'un père incestueux. La figure du père incestueux, qui intéresse Lynch aussi, parce que c'est quand même la figure de Leland Palmer dans Twin Peaks, elle se retrouve quasi invisiblement dans Mulholland Drive à travers le pseudonyme que prend la femme sans nom. Rita Hayworth. Rita Hayworth, c'est une star dont on a su, après sa mort, par Orson Welles, qu'elle avait été la victime répétée de viol de son père, qui est un danseur fameux, et que ça avait foutu en l'air toute sa vie. Et donc c'était vraiment l'image de cette star à la vie détruite par les viols incestueux de son père. On a comme une trace de ça. Je ne dis pas que Lynch est au courant de tout ça. Quand même, c'est des histoires qui se racontent beaucoup, je pense, à Los Angeles. Mais c'est dans le film. Chinatown, il a gardé quelque chose de Chinatown dans le film. Il a donné un rôle à la fille du scénariste de Chinatown, qui n'est pas une actrice, et qui, dedans, interprète la secrétaire de Adam. Et c'est clairement, ça a été dit de toute façon, que c'était par clin d'œil à l'un de ces quelques films fétiches qu'est Chinatown. Donc on a un sous-texte lié à, on va dire, la géographie spécifique de Los Angeles. Savoir que c'est ça au départ. Que grosso modo, quelle est une des couches criminelles sur lesquelles va se construire la ville de Los Angeles. Ensuite, ça c'est très très intéressant, enfin je trouve, peut-être vous trouverez c'est complètement con, la géographie du film, c'est super curieux. Le film va complètement perturber les attentes de géographie classique liée à la ville de LA. Nous, on ne s'en rend pas trop compte parce qu'on n'est pas des locaux, quoi. Hein. Mais le fait, par exemple, que les deux héroïnes dans la première partie, qui vivent dans un bungalow de Mulholland Drive, on a l'impression qu'elles passent au Winkies pour boire un café. C'est complètement aberrant. Winkies, il est au centre de la ville, dans le quartier très très pauvre. Ça leur prend genre 4 heures, quoi. Elles vont pas boire un café là-bas. Ce type d'aberration recoupe complètement, si vous connaissez son cinéma, le cinéma de Rivette par rapport à Paris. Le LA de Lynch, c'est comme le Paris de Rivette. C'est-à-dire que on prend cette carte-là et on dit, on va la découper, et puis en fait, grosso modo, on va passer de ce quartier-là à ce quartier-là, grosso modo, comme si on passait la rue, quoi. C'est une autre géographie. Cette autre géographie, elle vient parler aussi on peut dire parler d'un personnage du film. Ça aussi, ça fait un peu pédant. Ce personnage du film qui est la ville. Mais bon, vous voyez l'idée. Un tout petit peu. Bon, franchement, il a fait 3 films, Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, qui situent des lieux, quoi. Donc on peut quand même dire que le lieu, ça l'intéresse un peu. C'est des rues, des quartiers. Bon, c'est pas complètement indifférent. Et surtout le fait que le Silencio, le lieu qui va être le lieu de la transformation, la métamorphose, se situe vraiment au centre de LA. Et le centre de LA, c'est le coin le plus pauvre de LA. C'est-à-dire que LA, c'est comme Bruxelles, si vous connaissez Bruxelles. Les très riches, c'est aux périphéries. Très très riches, très très périphériques. Moyen riche, périphérie. Et plus on rentre dans le centre de la ville, plus c'est pauvre. Et au centre, c'est misérable.
Et cette idée d'une ville inversée, parce que grosso modo, normalement, une ville doit se construire. Enfin, il n'y a peut-être pas de règle, hein, mais on va dire l'idée traditionnelle de la construction d'une ville, on commence par le centre. Au centre, on met le temple. Autour, enfin, vous voyez, l'idée, c'est le temple est au centre de la ville, et au mesure qu'on s'éloigne de la ville, on va dire qu'on perd l'idée de l'identité de la ville. LA, c'est exactement l'inverse. C'est plus on va vers le centre, et plus on va vers la misère. Mais là, il va foutre le temple du film au centre. Et là, le Silencio, c'est le temple contre-initiatique de Los Angeles, de Hollywood. L'autre détail qui est un truc qui va traverser quand même le film de façon très, très nette, en dehors du fait que ça traite quand même, derrière, ça traite en fait de l'idée de la pauvreté et le tabou du cinéma hollywoodien aussi. Il y a ce truc-là, l'extrême misère. L'idée que même les classes moyennes sont progressivement en train de se paupériser. Je crois qu'il y a dans le film cette présence aussi. Et que le fait que l'idée, enfin le personnage au début, Dan, est attiré par l'arrière-plan du Winkies et dit c'est lui qui fait tout ça. En fait, le clochard, c'est l'angoisse finale des personnages. L'idée qu'on va atteindre la clochardisation. C'est pas raconté dans le film, hein, mais c'est raconté dans Inland Empire. Donc je me dis qu'il y a peut-être un lien quand même. Dans Inland Empire, dans le film suivant, c'est quand même une star de Hollywood, hein, qui est jouée par Laura Dern, une superstar. Et à la fin du film, elle est clocharde et prostituée. Elle va mourir dans la rue au milieu des clochards. Et c'est l'idée que même au top, bon, de toute façon, il y a une route, comment dire, il y a une descente qui est inévitable. Elle est inévitable. Elle est inévitable parce que, grosso modo, derrière, il y a une facture qui n'a pas été payée. Il y a une facture impayée. Et ça, c'est le prix. Cette malédiction, elle va finir par retomber sur la gueule de tout le monde. Donc ça, on retrouve ça dans la façon dont le film va reprendre aussi la géographie de Los Angeles. Il va jouer avec la géographie de Los Angeles. Et ensuite, par-dessus ça, ou à travers ça, il y a la question de la langue. La langue de Los Angeles, la langue principale, on sait, c'est l'espagnol. L'espagnol est parlé par 51% de la population. On ne les voit pas dans les films. Inutile de vous dire. Et ils sont pauvres. Et le fait que le personnage de la femme sans nom, qui va se faire appeler Rita, quand elle s'endort et qu'elle se réveille, elle se réveille en parlant espagnol. Le fait même que au Silencio, Roy Orbison soit chanté en espagnol, je crois qu'il y a une trace de ça aussi. C'est-à-dire, ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles votre histoire, elle ne tiendra pas. Votre récit, il est maudit. Le récit de Hollywood, il est maudit. Comment ensuite ça va se construire par rapport à ça? Donc ça va se construire dans un premier temps comme un récit parallèle avec l'enquête des deux filles et les tribulations du réalisateur. Par rapport à ça, il y a une... bon, c'est peut-être un détail, hein, mais moi, ça me... on a l'impression, c'est pas sûr, que le personnage qui va se faire appeler Rita ensuite, enfin, qui elle est dans l'histoire du film? Est-ce que c'est la fameuse actrice qui manque et qui fait qu'on va faire un recast? Moi, je suis pas sûr. Je me demande si c'est pas la personne qui a été, que l'actrice qui est morte, je pense que c'est celle qui est dans le bungalow, et qu'en fait le personnage de Rita, c'est celle qui l'a exécutée, et qu'ensuite on doit se débarrasser le tueur à gages doit la retrouver pour se débarrasser de l'exécutrice. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, elle a un sac dans lequel il y a une grosse somme d'argent.
Je vois pas ce que foutrait la star, à part si c'est Catherine Deneuve, hein, qu'on avait retrouvée dans des toilettes avec un sac plein d'argent. Mais là, c'était parce qu'elle était payée par, je crois, le roi du Maroc pour assister à un match de tennis. mais bon, en général, une star de cinéma se travaille pas avec du liquide dans son sac, quoi. Une somme pareille. C'est plutôt quelque chose qu'on file à quelqu'un qui a exécuté un coup. Hein. Donc le fait qu'elle se balade avec ce sac, avec cette somme d'argent et une clé. Bon. Aussi sa froideur dans la voiture. Pourquoi vous arrêtez là? On ne s'arrête pas là normalement. Et ensuite, le fait que le tueur à gages la recherche, mais dans les bas-fonds. Il va la chercher par là. Vous n'avez pas vu une fille récemment, une fille parmi les filles, vous n'avez pas vu une brune? On cherche une brune. Vous vous souvenez, le tueur à gages, il la cherche. Qu'est-ce que foutrait l'actrice de cinéma là-bas? À la limite, la tueuse à gages, peut-être qu'elle se planque dans un hôtel de passe, un peu comme celui où va être Adam quand il a plus un rond, quoi. Donc bon, c'est peut-être un détail, mais je crois qu'il y a une espèce d'ambiguïté sur la première partie du film où on a l'impression que Diane a rencontré une jeune femme innocente, mais elle est amnésique, hein. Mais en fait, elle n'est pas du tout innocente. Bon, c'est mon hypothèse. Mais ça change un petit peu quelque chose. Peut-être pas... hein, le film reste bizarre. Mais ça change un peu quelque chose par rapport au côté... la première partie est tellement idyllique. Bah oui, sauf qu'elle est juste à base d'une amnésie gigantesque. Si l'autre retrouve son identité, elle va juste flinguer sa copine de toute façon. Hein. Donc... hello. Il n'y a pas non plus de quoi appeler ses parents. Et d'ailleurs, il y a 2 éléments supplémentaires qui donnent cette impression-là. C'est que Coco et puis la voisine, elles sont pas du tout rassurées par la présence de la femme amnésique. Hein? Bon, ça peut être rien, mais... Et puis la voisine de Diane Selwyn, elle est méfiante quand elle la voit. C'est elle qu'elle regarde bizarrement, hein. C'est pas la petite Diane. Hein. Elle la regarde et elle fait un truc du genre j'ai déjà croisé celle-là, mais j'aime pas trop. Et elle n'a pas le temps de continuer puisqu'elle est appelée par un téléphone et puis après les 2 filles qui ont continué. Bon, bref. En gros, de toute façon, la première partie, quand bien même elle serait vécue par Diane comme idyllique, ça repose sur une espèce d'énorme faille, quoi. Son rêve, il est complètement à côté de la plaque. Donc, ça, c'est juste un élément par rapport à... Lorsqu'elle l'amène au Silencio, là, elle l'amène pas du tout à un bon endroit. Elle le sait peut-être pas parce qu'elle n'a pas complètement retrouvé la tête, mais elle l'amène vraiment pas à un bon endroit. Et le Silencio, on comprend très bien que c'est pas un bon endroit. C'est-à-dire que ça a beau être une scène, c'est une scène très longue, très très longue, anormalement longue dans un contexte comme celui-là, très belle, mais ce que ça raconte fondamentalement, c'est vos chagrins d'amour vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Il y a cette fille qui chante Roy Orbison, qui meurt, et le son de sa voix qui continue à tourner. Et en fait, ça, c'est l'idée de notre machine, pour pouvoir fonctionner, elle se nourrit de vos chagrins. Nous, pour pouvoir alimenter notre turbine, là, on a besoin que ça aille très mal dans votre vie. C'est ça qui fait que ça circule. C'est ça qui fait que notre économie continue à fonctionner. Donc en fait, non seulement Hollywood s'est construit sur une ville, Los Angeles, qui est construite sur un crime gigantesque. Évidemment, derrière, il y a les Indiens. Alors les Indiens n'apparaissent pas dans Mulholland Drive, mais le cri Sioux du nain de Twin Peaks, on peut dire que c'est une première indice. C'est-à-dire que tout ça, c'est des espèces de couches qui ont du mal à se révéler, lentement, hein, mais ça a du mal à se révéler. C'est enterré, enterré, enterré. Et puis, bon, on commence à tirer les fils. Donc il y a un peu ce truc-là dans Twin Peaks, où il y a des éléments liés, mais tout petits, des sortes de petites choses, pour pas être un truc un peu épais, comme ces films qui viennent vous faire la morale. Ça sert à rien, en fait, les films qui viennent faire la morale.
Ça marche pas. C'est ça aussi le truc incroyable du cinéma de David Lynch. C'est qu'il va pas... c'est là où c'est inspiré, c'est là où c'est prophétique. Ça vient pas vous dire il faudrait faire comme ci ou il faudrait faire comme ça. C'est vous, à force de revoir, normalement, ça doit commencer à vous faire écho. Un peu comme vos propres rêves. Vous les étudiez, et puis vous dites oh là, il y a tout ça derrière. Donc, on a ces couches comme ça. Et en fait, on a vraiment... Alors, le truc principal, le cœur de ce truc-là, c'est Hollywood et la fonction d'Hollywood. Et en fait, il y a une fonction, on va dire, magique positive du Silencio, mais elle a échoué. Cette fonction magique positive, c'est de confronter l'homme à la réalité comme maya, c'est-à-dire comme construction, comme illusion, comme enregistrement. Et la fonction positive du cinéma, si on devait la chercher à travers Mulholland Drive, c'est se confronter à l'existence humaine elle-même comme une représentation, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'a de réalité que transitoire. Transitoire. Ce n'est pas une réalité absolue, c'est une réalité superficielle. Et de ça, vous devriez pouvoir acquérir une sagesse suffisante, acquérir la délivrance. Grosso modo, trouer le voile de Maya et vous confronter à la réalité absolue, à l'illumination, à la délivrance, la paix. Mais ça ne fait pas ça, ça ne construit pas ça. C'est-à-dire que quand bien même le spectacle du Silencio pourrait donner ça à un spectateur, ce que ça produit sur les filles qui sont en face, c'est des émotions énormes. C'est-à-dire qu'elles se mettent à pleurer, elle a une espèce de crise d'épilepsie même, Diane. Enfin bon, ça les retourne d'une façon si forte, l'émotion en fait, que ça génère est si fort, que ça crée un attachement supérieur. Et en fait, ça plonge les personnages dans un univers de passion dévorante. En gros, ce que les films, depuis la fin de Twin Peaks, le film Fire Walk With Me, jusqu'à Inland Empire de Lynch, pourraient nous raconter, ou essayeraient de nous raconter, c'est les conditions sur lesquelles existent des choses que nous prenons, nous, pour notre réalité, nos désirs, en gros, ce qui devrait fonctionner, et pourtant ça ne fonctionne pas. Ça devrait fonctionner. L'ambition, ça devrait fonctionner. On devrait être des stars. L'amour, ça devrait fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. Et on est là, on dit pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai vraiment fait tout pour que ça fonctionne. J'ai même fait ça vraiment en good guy. Il y a ça chez Diane. Diane, le personnage dans la première partie du film, c'est une good girl, vraiment une good girl. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À part si son rêve, il est juste pourri. Il est pourri pas à cause d'elle, pas à cause de sa volonté, pas à cause de ses désirs, pas à cause de sa bonne volonté, mais parce que le monde dans lequel elle est rentrée, il répond à des règles. Et ces règles-là, elles amènent nécessairement à cet endroit. Et dans un deuxième temps, le film, dans quoi il va rentrer, c'est donc dans le karma. Enfin, le premier, grosso modo, est une exploration face à un monde, l'inadéquation de ce qu'on croit être les principes qui le motivent. Le deuxième, c'est les conséquences des actions qu'on y mène. Dans un premier temps, Diane, elle rentre à Hollywood, elle veut devenir une star parce que pour elle, Hollywood, c'est formidable. Bon, le film, à côté, ce qui nous montre, c'est qu'Hollywood, c'est pas du tout formidable, à tous les niveaux. Il n'y a même pas un niveau où ça le devient. C'est-à-dire que c'est pas formidable en tant que, grosso modo, Los Angeles est construit sur une couche successive de crimes, qu'il y a une paupérisation galopante que, de toute façon, on ne pourra pas enrayer, et ensuite, que même les conditions pour créer un cinéma qui puisse orienter les gens, elles sont plus là. Le cinéma lui-même, dedans, est montré comme arrêté. Il n'y a plus de devenir à cette industrie. En quoi, qu'est-ce qu'il indique? Les noms même des personnages. On a deux catégories. On a les mafieux, qui sont les châtelains, les Castiglione, et on a l'espèce de cœur occulte
qui est le personnage qui est joué par Michael Anderson, ex-non Twin Peaks, qui dedans s'appelle Mr. Rock. Le rocher et le château, bon, c'est un peu caricatural, mais en gros, à mon sens, s'il s'appelle Mr. Rock et qu'il est immobile, il ne peut pas bouger, et que c'est le cœur occulte de Hollywood, c'est lui qui tire les ficelles. C'est caricatural, mais c'est quand même comme ça que c'est un peu montré, puisque les mecs viennent le voir, ils disent alors qu'est-ce qu'on fait, la fille, machin, etc. Et lui, il est là, et il répond même pas, les autres comprennent ce qu'il veut, ou alors il leur répond par leurs propres questions, et puis il s'exécute. Enfin bon, c'est vraiment le chef. Et le chef, comment dire, normalement, ça devrait être un lieu d'évolution et c'est devenu un lieu qui ne peut plus bouger. C'est-à-dire que c'est arrêté. Et c'est arrêté de toute façon parce que les conditions pour que les films existent dans Mulholland Drive sont montrées comme devant dépendre d'une mafia, de toute manière sans foi ni loi, et de règles qui de toute façon ne permettent pas la créativité, etc. Bon, ça, on a tous compris. Mais est-ce que, pour autant, il aurait fallu que ça fonctionne? Il aurait fallu que ce ne soit pas comme ça. Je ne crois pas que le film soit une déploration de la perte de l'âge d'or de Hollywood du tout. Je crois que ce qu'il essaye de nous dire, c'est, au contraire, c'est bon débarras. Il y a une phrase tirée d'un entretien avec Lynch. Il parle très peu de ses films, hein, vous le savez très bien. Il répète toujours les mêmes choses et il n'aime pas s'étendre et il reste énigmatique et il ne veut pas raconter. Et puis peut-être qu'il n'a pas à raconter, peut-être même qu'il n'a pas forcément non plus les propres clés de ce qu'il voit, puisqu'il est habité par des visions prophétiques. C'est l'imagination, c'est un vecteur d'imaginaire puissant. Mais il dit, c'est un film qui est à la fois pessimiste et optimiste. Alors tous les spectateurs, ils ont vu le côté pessimiste. Le côté optimiste, c'était plus difficile, hein, parce que c'est vraiment pas un happy end. Et c'est justement parce que c'est pas un happy end que c'est un film optimiste. C'est-à-dire qu'il dit, bon, bah, ce truc-là, on va vous en délivrer quand même, de cette connerie. Cette connerie de vous continuer à vous faire croire à des choses qui n'auront pas lieu. Parce que les films de Lynch, jusqu'à Twin Peaks, ils avaient des happy ends. Même Eraserhead a un happy end, ce qui est quand même extraordinaire. Mais quoi, Blue Velvet, on ne le voit pas venir le happy end, hein, mais il y a un happy end. C'est l'heure et là, pareil, hein, on a vraiment l'impression que ça va s'arrêter au moment où ils se séparent. Genre, le temps a passé, ils sortent de prison, ils sont là, ils disent bon, ça va pas marcher, on a vieilli, etc. Ils s'en vont. Et puis alors après, tagada, 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 happy end. Et mais quand on voit Sailor et Lula, on se dit, mais il est un peu tiré par les cheveux, ce happy end, quand même. Il y a la bonne fée qui apparaît et tout pour que ça fonctionne. La bonne fée du magicien d'Oz. La magie du cinéma. La magie du cinéma et de Elvis vont sauver ma vie. Bon. Et donc ça veut dire qu'il y croit encore. À partir de Twin Peaks, c'est plus le cas. Et c'est justement la disparition de ce happy end qui est bon, la condition sine qua non de la réussite du projet hollywoodien, de vous faire croire que désirez un truc et vous l'aurez, et l'amour, ça va le faire, en plus. Si on enlève ce truc-là, alors là, la machine commence à s'enrayer et on peut peut-être raconter autre chose. Et le film essaie de raconter autre chose. C'est-à-dire que dans un premier temps, en gros, ce qui rejoue, c'est un peu la série Twin Peaks avec Cooper, qui pense qu'il va résoudre toutes les enquêtes du monde, et puis il suffit qu'il se pointe à la Black Lodge, il va gagner. C'est un peu ça, hein. Dans Twin Peaks, si vous vous souvenez bien, il résout l'enquête Laura Palmer super bien. Après, il est bloqué à Twin Peaks, il ne peut pas partir, blablabla, on lui fout de la cocaïne dans son sac, enfin bref. Et il est bloqué, et Wyndham Earl arrive, son ancien collègue, partie d'échecs, recherche des loges, la peur et l'amour ouvrent les loges, etc. Et à côté de ça, on enlève sa petite amie, Annie, et on l'amène dans la Black Lodge, et puis lui, il y va. Et puis il y va, tranquille le chat, hein. Non, mais sans blague. Il est super calme, hein. Le shérif Truman, il les chocotte, mais Cooper dit « Harry, laissez-moi, j'y vais. » What? Tu sais même pas comment ça va être à l'intérieur. Mais c'est pareil là avec le Silencio. Diane, elle a cette naïveté-là. Et si elle a cette naïveté-là, c'est qu'elle répond à des principes qui est le good guy always wins. Il suffit qu'on soit bon et puis ça marche. Sauf si le monde dans lequel vous êtes ne répond pas du tout à ces règles et n'a pas à y répondre parce qu'en fait, vos ambitions, elles sont à côté.
L'ambition reste une ambition, comment dire, extrêmement profane, qui est de réussir. Allô? Et si vous, quand même, il n'y a pas besoin d'être un super économiste pour savoir que entre l'offre en acteur et la demande de l'autre côté, bah, c'est déséquilibré, hein, et que pour qu'une personne devienne une star, il en faut combien de centaines qui ratent? Hardcore, hein? Bon. Pour une personne qui réussit. Bon, bref. Donc Betty, elle est sympa, mais malgré tout, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à partir du moment où son ambition principale, ce qui fait le dharma de sa vie, c'est de réussir en tant qu'actrice de cinéma, c'est déjà foutu. Deuxième temps, l'amour. Et alors, on ne sait même pas qui c'est. Amnésique. C'est pas grave. Bon, excusez-moi, non, mais c'est vrai, ça m'amuse quand même. Non, mais parce que je l'ai vécu, comment dire, c'est venu progressivement pour moi aussi, cette lecture-là. Hein. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là et j'étais vraiment dégoûté pour Betty. Mais vraiment, vraiment dégoûté. Quand j'ai vu Mulholland Drive la première fois au cinéma, je me souviens, j'étais à fond avec elle, quoi. Génial, yay! Et en plus, premier jour de l'enquête, tu tombes amoureuse. Formidable. Silencio, et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? On va. Et bien là, on va dans un espèce d'endroit où on vous défait intégralement de ce qui fait vos ambitions, parce que vos ambitions, elles ne sont pas plus justes qu'autre chose. C'est pas parce que vous vous comportez bien que ce monde-là, il doit rester. Ce monde-là, il est pourri. Ce monde-là, il est pourri. Et ce monde-là, de toute façon, il est appelé à disparaître. Parce que dans un premier temps, il ne répond pas du tout à des règles et des principes de justice. Il répond à des principes d'inégalité totale. Totale. En plus de ça, il ne produit que plus de misère. C'est-à-dire que même il y a une idée que de toute façon l'économie américaine appauvrit le reste du monde de toute façon, ses principes, etc. Ça, c'est dans Mulholland Drive. Je veux dire, comment dire, c'est pas comme, enfin le film dit pas ça comme ça, il le fait pas là, genre à la Michael Moore quoi. Mais plein de gens l'ont vu aussi au moment où ça sortait. C'est-à-dire que c'est les premières idées que les gens avaient quand ils regardaient ça. Ils disaient ah oui c'est un film anti-américain, pourquoi? Oui en fait oui un peu, mais disons. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à l'idée qu'il y a des principes qui sont des principes tenables et en fait les ambitions, le monde tel qu'il est vécu à l'intérieur de Mulholland Drive ne permet pas de les retrouver, ne permet absolument pas de les retrouver. Donc le monde qui est dans Mulholland Drive doit disparaître, il doit être détruit. Il doit être détruit parce qu'il est injuste pour le reste du monde, pour sa propre population principale, 51% d'hispaniques, allô? Et ensuite, pour les pauvres, et ensuite, parce que même les personnes qui sont de la classe moyenne ou riches, ça va les emmener où? Ça va les emmener dans la deuxième partie. Et là, on arrive dans la deuxième partie, qui est l'histoire d'amour qui merde intégralement. Donc, cette fois-ci, Diane et Camilla. Si on accepte l'idée que c'est le Silencio qui les a transformés là-dedans, en fait, grosso modo, il a juste accéléré le processus de destruction en reconfigurant le monde dans lequel ils vivaient pour que le passé aussi soit en accord avec ça. Et donc, ça a reconfiguré la réalité. Dans cette réalité-là, Betty, qui devient Diane, en fait, elle a le même impulsion de départ. Hein, elle n'a pas tant changé que ça. Elle est beaucoup plus abîmée par la vie, c'est tout. Hein. Mais en fait, fondamentalement, c'était une fille qui était une fille naïve, qui arrivait à Hollywood pour réussir, qui est tombée amoureuse d'une autre femme, et puis ça a merdé, quoi. Et l'autre, elle a réussi, et pas elle. Elle se retrouve du côté de la personne qui est pas devenue une star, et en plus qui est abandonnée par la personne qu'elle aimait. Qui va épouser le réalisateur trendy et qui marche du feu de Dieu, etc. Donc, c'est pas si différent. Premier point sur elle. Et sur l'autre, si on considère que, en fait, on la connaissait pas, Rita, vraiment pas, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est peut-être, ça se trouve, c'est vraiment genre une femme, mais sans foi ni loi, quoi.
comme elle est présentée dans le deuxième. Donc en gros, c'est pas si différent. Simplement, le silencio le reconfigure de façon... crée une accélération. Grosso modo, si on pense... On sait que Mulholland Drive, ça devait être une série au départ. Bon, on ne sait pas... et puis je pense que Lynch n'avait pas conçu sa série sur 40 épisodes, sachant ce qui allait arriver dans le dernier épisode, etc. Il n'est pas du tout impossible que, sans avoir besoin de passer par la case silencio, on arrive exactement au même résultat à la fin. C'est-à-dire, les conditions requises sont déjà là. Il peut y avoir une rivalité, machin, etc. Aucun problème, aucun problème. Et donc, ce que ça nous montre, c'est qu'avec des principes aussi faux que ceux qui sont vécus dans la première partie, on a une vie sentimentale aussi détruite que dans la deuxième partie. Parce qu'on est orienté, comment dire, ce que nous montrent les films qui nourrissent l'imaginaire de Betty, qui ont probablement nourri l'imaginaire de Diane aussi, puisqu'elle a aussi voulu devenir une star de cinéma, ne peut pas fonctionner. Et en fait, non seulement il ne peut pas fonctionner en tant que projet de vie, sans casser beaucoup d'œufs, c'est-à-dire ça coûtera cher en autre personne, la réussite de l'une, mais en plus, même au sein de ce parcours-là, les relations qui vont être nouées vont être des relations pourries. Et autant la première partie, du coup, elle rejoue un peu le parcours de Cooper dans Twin Peaks, autant la deuxième, elle peut aussi fonctionner comme une sorte de remake de Lost Highway. Parce que dans Lost Highway aussi, on a un homme qui a assassiné sa femme, mais qui s'en souvient pas. Alors, il ne se suicide pas, ok. Mais le monde dans lequel il va aller va être un monde, comment dire, perturbé, déconstruit, etc., lié au fait que la passion amoureuse qui a généré ce meurtre ne s'arrête pas après ce meurtre. Et c'est ça ce qui se passe avec Diane. C'est-à-dire qu'elle a beau l'avoir tuée, elle la désire encore. Elle en est dingue. Elle peut juste pas survivre à ce truc-là. C'est trop fort. Et en fait, elle a contracté un type d'amour qui est un amour qui va avec sentiment de détestation, de haine, de volonté de destruction, etc., qui a un nom dans le théâtre élisabétain du XVIe siècle. Et ce nom, c'est le sick amour. C'est un jeu de mots d'anglais, sick amour, qu'on retrouve chez Shakespeare, qui a une fonction très importante chez Shakespeare, puisque Shakespeare a quand même un paquet de pièces dans lequel va être expérimenté ce type de relation amoureuse, même dans les sonnets, si vous vous souvenez bien, le personnage principal n'a pas une relation particulièrement saine avec la Dark Lady. Grosso modo, c'est un type d'amour en fait qui grossit, qui grandit avec la colère, la détestation, c'est la passion, on peut dire aussi, mais on dit la passion, on n'a rien dit en même temps. En fait, c'est un amour qui ne peut s'achever quasiment que dans la destruction de la personne qu'on aime. Alors, Shakespeare, lui, il a expérimenté plein de manières différentes dans ses pièces, mais en fait, on a à peu près la même configuration, on va dire, de sick amour, qu'on soit dans les comédies, mais dans les comédies, grosso modo, malgré tout, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on se déteste au début, mais après, ça va être bien. Ça, c'est ce que le cinéma hollywoodien va reprendre. Il va s'inspirer de la comédie shakespearienne pour faire, comment on appelle ça, goofball comédie, ou je sais plus quoi, ou screwball comédie. Donc, il y a eu des chefs-d'œuvre comme ça, les Cukor et tout ça. Bon, on a complètement ce truc-là. Après, ça va donner la comédie romantique. Mais c'est toujours à peu près la même configuration. Au début, il s'agace. Dans la vie, ça marche comme ça? Sérieux? Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'en fait, vous ne pouvez pas le saquer, ça veut dire que vous allez tomber amoureux? Je ne sais pas, hein, je pose la question. C'est vraiment bizarre. Enfin, peut-être, mais alors, c'est très rare que ça se termine super bien, quoi. En général, c'est des fins qui sont quand même extrêmement tristes, beaucoup plus proches de l'idée de Blue Tomorrows qu'il y a dans Inland Empire. Des lendemains mélancoliques. Et
Dans les tragédies de Shakespeare, on a la même chose, sauf que ça tourne très très mal, comme dans Othello. Et on a ça encore et encore et encore et encore, Troilus et Cressida, etc. Enfin, il le refait, il le rejoue sans cesse. Antoine et Cléopâtre, wow, genre chef-d'œuvre de ce truc-là. Antoine et Cléopâtre. Sycamore à mort. Et pour le marquer, dans ses pièces, Shakespeare, il fait intervenir à chaque fois le même arbre, qu'on connaît bien quand on aime Lynch, le sycomore. C'est-à-dire que pour indiquer, c'est quasiment une espèce de signature dans sa pièce, que ça va parler de ça, parce que genre ça l'obsède, il y a une petite chanson qu'un personnage chante, ou une remarque, et d'un coup on aura Near the sycamore tree, ou blablabla. Ok. Ah oui, il y a la chanson des Mamas and Papas aussi. Mais bon, ça, ce n'est pas encore dans... Enfin, peut-être, hein, voyage dans le temps. Les Mamas and Papas au XVIe siècle. Rencontre avec Shakespeare. En fait, il était amoureux de Mamacas. Bref. En fait, chez Lynch, le sycomore intervient à partir de Twin Peaks, à la fin de Twin Peaks. Et dedans, il recoupe évidemment le sycomore de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire le lieu du passage entre deux mondes. Mais comme il revient dès Lost Highway avec Sycamore Avenue, parce que quand même, c'est quand même curieux que... C'est un truc spécial que Alice donne rendez-vous à Pete à Sycamore Avenue. Bah, c'est pas que le passage entre mondes. C'est l'idée qu'il y a une espèce de connexion entre le passage dans le centre contre-initiatique, qui va vous faire perdre les repères de votre vie, qui va vous faire passer dans un autre monde, d'une certaine façon, mais un monde de ténèbres, et l'amour-passion, ou l'amour-destruction. C'est-à-dire que l'amour-destruction est une modalité de l'enténébrement de l'homme. Les deux sont connectés. Et que, à partir du Mulholland Drive, il arrive à faire la connexion entre les deux. C'est-à-dire que dans Twin Peaks, on a ce qu'on a dans la première partie de Mulholland Drive, c'est-à-dire, grosso modo, le récit qui se croit être un récit initiatique, mais qui va finalement être un récit contre-initiatique, avec un héros qui est formidable, very good guy, etc., mais qui s'imagine qu'il va pouvoir maîtriser des forces qui sont beaucoup plus grandes que lui, qui le dépassent intégralement en termes de leur présence, leurs conséquences, leur place, forces beaucoup plus grandes que les siennes, et Lost Highway, qui est là, est le récit de ce que l'amour peut vous faire. Et Mulholland Drive, comment dire, c'est comme au début du film, on a ces deux personnages qui parlent entre eux, hein, Dan et Herb, et Dan qui dit c'était 2 fois le même rêve. Mulholland Drive, c'est le moment où il dit ça se trouve c'était 2 fois le même rêve. Ça se trouve fondamentalement, il n'y avait peut-être pas une différence si grande entre le récit de Twin Peaks et celui de Lost Highway. Comment on va les reconnecter? Bon, je suis désolé, si je fais ça, ça va être une parenthèse qui va faire 5500 mètres. Donc, en deux mots. L'amour que Cooper porte à Annie, certes, est très très bien. Mais derrière, le véritable l'éléphant dans la pièce, c'est la relation avec Caroline Earle, la femme de son collègue Wyndham. Et donc, il y a aussi une espèce de relation amoureuse qui n'est pas très nette, qui s'est jouée dans la vie de Cooper. Il y a aussi eu un truc très 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 bizarre, avec l'idée qu'il est tombé amoureux de la femme de son collègue, qui était en fait son ennemi. Il a tué cette femme, il a laissé Cooper vivant, mais Cooper, quand il retrouve Annie, il l'associe dans sa mentalité à Caroline. Il fait revenir Caroline. Ça renvoie aussi à Vertigo et la double, etc. Mais en fait, il n'arrive pas véritablement à séparer Annie et Caroline. Donc, il rejoue, d'une certaine façon, l'objet amoureux qui, chez lui, était déjà un élément qui l'amenait dans une direction qui était une direction destructrice. L'amour est quand même associé à la destruction. Mais ça, ce n'était pas lisible à l'époque de Twin Peaks. À partir de Lost Highway, les connexions se font plus claires, et à partir du Mulholland Drive vient dire, mais c'est parce que ces éléments-là sont tous les conséquences d'une direction qu'a pris, on va dire, l'homme dans le monde, et cette direction-là ne peut mener de toute façon qu'à sa destruction. Et donc, il est orienté par des principes qui sont des principes fondamentalement injustes et qui ne peuvent pas être compensés par autre chose. Et ensuite, il est amené, à travers les représentations qui se fait
de l'amour vers la personne qui peut le détruire ou qu'il voudra détruire. Ces fondations, elles sont totalement pourries. Face à ça, face à cette très mauvaise nouvelle, le côté optimiste du film, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ce monde-là, il ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus continuer à se reproduire. C'est ce que nous dit Mulholland Drive. On est arrivé à la fin de ce truc-là. Et il est important que ce monde soit détruit pour que le cycle passe, la fin du cycle, et qu'un nouveau cycle commence. Et ce truc-là est attendu, il est attendu depuis longtemps par les peuples nomades. Ça, c'est Inland Empire qui va pouvoir le raconter. C'est-à-dire que encore à Mulholland Drive, il s'arrête, il voit genre le clochard, il se dit je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. À partir de Inland Empire, il fait un pas de plus et il a le début du film avec la gitane qui vient et qui explique tous les principes dans lesquels l'ensemble du cycle de manifestation se situe. Et elle le dit directement au personnage de Laura Dern. En fait, on a le tout de la métaphysique qui est mis en place dans l'ensemble de ces films. Ces éléments arrivent progressivement. Ils arrivent progressivement à éclaircissement. Clair au début, ça le devient plus tard. Et la forme, j'avais appelé notre rencontre les deux clés de Mulholland Drive et on vous les attendait encore. Bon, en fait, en même temps... En même temps, c'est simple. Bon, la première clé, c'est la clé qui ouvre le véritable cœur de Hollywood en tant que projet de vie et qu'on trouve dans le Silencio. Et la deuxième clé, c'est la clé liée à la forme que prend l'amour dans cette situation-là. On a deux clés, l'une qui est la clé... la première clé amène à la deuxième clé. Parce que dans le premier temps, on a le sac avec la somme d'argent et la clé. Une fois qu'on arrive au Silencio, on a la boîte à ouvrir avec la clé. Une fois qu'on a la boîte, à l'intérieur, on plonge dedans. C'est ça qu'elles font, les filles. Elles plongent dedans. Et une fois qu'elles sont plongées dedans, mais faut prendre ça de façon directe, quoi. Ça chute dans les ténèbres et on tombe dans le monde ténébreux des relations affectives qui sont créables à partir des principes qu'on a vus avant. Grosso modo, la première partie, Dharma. Le Dharma de Hollywood, il est pourri. Les principes qui dirigent ce cosmos sont des principes d'inégalité, d'injustice, de masquage de la misère, de masquage des racines maudites sur lesquelles il a été construit, etc., 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 etc. On ouvre la boîte qui est la boîte liée au Silencio. On arrive au Silencio, donc au cœur, au temple contre-initiatique de Hollywood. On a la boîte, et dans la boîte, on plonge. Et à l'intérieur, on a le karma, qui sont le cycle des conséquences aux actions. Les actions ont des conséquences, et quelles sont les conséquences de ces actions? La phrase des actions des conséquences, elle va être dite dès le début de Inland Empire. Inland Empire va résumer. À chaque fois, en fait, les films de Lynch sont beaucoup plus clairs qu'une fois qu'on les regarde plein de fois. C'est vache. En fait. Il faut les voir plein de fois, par contre. Mais ils sont beaucoup plus clairs qu'on le dit, parce que, je veux dire, les débuts des films vous résument entièrement le projet. Mais entièrement. Au début de Twin Peaks Fire Walk With Me, vous avez la scène avec Gordon Cole, qui est joué par Lynch lui-même, qui reçoit les deux agents du FBI et qui leur dit « j'ai une surprise pour vous ». Et là, on voit une fille qui sort, qui fait une espèce de pantomime hyper rapidement, elle repart, et ensuite on a les personnages qui sont là et qui commencent à subdiviser ce qu'ils ont vu, à quoi ça correspond, etc. En fait, grosso modo, c'est Lynch qui montre à ses spectateurs, c'est comme s'il faisait tourner une petite manivelle, il montre une scène, et il n'en parle pas, oui, mais par contre, les types en question, ils doivent se rendre compte que tout ce qui est de ce qu'ils ont vu a une signification propre et doit, en fait, on renvoie à un truc qui doit être résolu, et au cœur duquel il y a la rose bleue. Et la rose bleue, bon, après, devient importante dans Fire Walk With Me. Mais grosso modo, au début de Fire Walk With Me, il vous dit, voilà quel est mon projet. Quasiment. Enfin, il le dit. Le film le dit. Et dans Mulholland Drive, on a la scène de Dan et Herb avec le rêve. Là, il refait le même truc. Et Inland Empire, qui suit Mulholland Drive, commence comment? On a une actrice de cinéma de Hollywood, une star, là, cette fois-ci, vraiment confirmée et compagnie, mais qui attend un vraiment bon rôle, qui là s'emmerde un peu, qui est joué par Laura Dern, qui apprend
qu'elle a le rôle qu'elle attendait, qui va être un rôle génial dans un film qui, hello, est maudit. Mais elle ne veut rien entendre de tout ça et elle est contente et elle va jouer là-dedans avec un super réalisateur, etc. Et elle reçoit la visite d'une gitane, qui est jouée par Grace Zabriskie, qui est l'actrice qui jouait précédemment Sarah Palmer dans Twin Peaks. La gitane, elle vient et elle lui dit un paquet de trucs hyper simples, hyper nets, pour comprendre l'ensemble. Un des trucs qu'elle lui dit, c'est un matin vous vous réveillerez, vous vous rendrez compte que vous marchez sur une facture qui n'a pas été payée. Un gitan qui dit ça, on comprend, je crois, quand même, non ? Oui, les peuples nomades, désolé, vous leur avez tout pris et puis vous n'avez rien de rendu. Et aujourd'hui, c'est juste un poids pour vous, sédentaire, d'avoir à savoir quoi faire d'eux qui traînent dans les rues, machin, etc. Vous leur avez juste piqué leur terre, piqué leur machin. Bref, bon, piqué connaissance. Si on mélange, évidemment, les gitans et les indiens. Bref. Et elle leur dit un autre truc qui est les actions ont des conséquences, qui est simplement la notion de karma, et qui se recoupe la phrase du cow-boy, qui est l'attitude d'un homme détermine la tournure que prendra son existence. Donc, à partir du moment où on comprend que les actions qu'un homme fait ont des conséquences, et qu'on remonte un peu en amont de ces actions, et qu'on se demande quelle est son attitude dans la vie, on comprend que Mulholland Drive, c'est un film qui demande au spectateur de réfléchir sur son attitude vis-à-vis de ce qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il attend? Où est-ce qu'il se place? Qu'est-ce qu'il met là-dedans? Et en gros, ce qu'il dit, c'est si vous avez des désirs comme ceux de Betty, eh ben, vous plaignez pas. On est vraiment, c'est un peu ça. Mais vous pouvez regarder tout ça absolument autrement. Vous pouvez aussi regarder ça tout à fait autrement. Et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans le cycle karmique des actions et des conséquences des actions. Vous utilisez le cinéma, l'art, comme un objet de délivrance. C'est-à-dire que ce que ça vous raconte, ce n'est pas comment obtenir ce que vous désirez, mais comment réussir à vous détacher de ce qui vous détermine. Voilà. En gros, l'histoire. Merci.